Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à Siberia The World Before qui sort ces prochains jours sur PC. Ce sera le 18 mars prochain et il arrivera un petit peu plus tard dans l'année sur console. Alors je vous ai dit que c'était une émission spéciale parce que en plus évidemment de cette grande saga du jeu d'aventure point and click, on va également revenir sur la série de manière générale qui fête ses 20 ans d'existence. Alors évidemment ça ne nous rajeunit pas, pour certains d'ailleurs qui nous regardent, peut-être que vous n'étiez pas encore nés. Mais voilà, c'est important pour nous de rendre hommage à cette série qui reste l'un des fers de lance d'un genre évidemment toujours apprécié aujourd'hui. Alors bien évidemment, pour cette émission, je ne suis pas tout seul, j'aurais bien aimé la faire tout seul, mais c'était pas possible bien entendu. Non, pour pouvoir parler de Siberia avec passion et surtout avec justesse, j'ai le plaisir d'être accompagné de plusieurs personnes. On va commencer à ma droite avec Lucas Gravette, qui est donc qui travaille chez Microïd Studio Paris et donc tu occupes le poste de Game Director et de Lead Writer sur le jeu Siberia The World Before, c'est exact? C'est ça. Voilà, écoute, bienvenue, merci d'être avec nous. Je sais que c'est pas évident de se déplacer alors que justement le jeu va sortir dans quelques jours. Ça y est, tout est prêt? Normalement. Le jeu est prêt. On va pouvoir y jouer? Bah oui. Bah écoute, j'ai très hâte de le prendre en main parce que évidemment c'est un jeu qu'on attend avec grande impatience et j'ai aussi beaucoup de questions à te poser. Alors en face de toi, on a aussi une autre personne qui travaille chez Microïd Studio Paris. C'est Xavier Tual. Bonjour Xavier. Bonjour Maxime. Comment ça va? Ça va super. Ouais. Vraiment un plaisir de pouvoir parler du jeu. Je te pose exactement la même question qu'à Lucas. Content que le jeu sorte enfin? Ouais. Depuis de nombreuses années, on travaille dessus et on a hâte de le présenter. Reste bien avec nous, évidemment, j'ai aussi pas mal de questions à te poser. Et à tes côtés, on a Yannick Le Fur, qui est donc chef de produit sur le jeu aussi Siberia The World Before. Yannick, bonjour. Salut Maxime. Ça va? Oui, ça me fait très très plaisir de faire un nouveau live, un nouveau stream avec toi. Pareil aussi, très content que le jeu va sortir après toutes ces années d'attente. Ouais, surtout que moi je suis chez Microïd depuis quasiment un an maintenant et c'est le premier jeu sur lequel j'ai travaillé, donc c'est quand même une grosse pression pour moi, mais une bonne pression, on va dire. Ouais. Et pour terminer ce tour d'horizon, évidemment, de ce plateau, on a le plaisir d'accueillir Maxime Gérassi, qui est donc PR Manager et qui s'occupe aussi de l'influence chez Microïds. Alors, je te demande pas, Maxime, si ça va, je sais que ça va toujours moi, très ça bien va avec toujours, toi. Ça. Ah, juste, je rectifie, c'est monsieur Lucas la Gravette, parce que j'ai vu que tu avais un petit peu fourché. Je le dis. C'est vrai? J'ai dit quoi? T'as dit Gravette, donc je le dis. Parce que je suis là aussi pour le protéger, tu vois. Non, mais écoute, moi, ça va, comme toi aussi, je vois que tu es toujours de bonne humeur, donc on est hyper content en tout cas chez Microïd que tu animes cette émission et voilà, et du coup on va revenir sur toute la licence Siberia et sur The World Before, et comme tu le dis, c'est un gros jeu pour Microïd cette année, on est hyper content et on est hyper fiers. Moi pour le coup j'ai terminé le jeu, je vais pas spoiler. Yannick l'a terminé aussi. Bon, j'imagine que Xavier et Lucas, vous connaissez un petit peu le jeu. Légèrement, un petit peu. Donc voilà, on est hyper content de le sortir et on a hâte de le montrer aux joueurs du monde entier. Évidemment, on ne vous spoilera rien dans cette émission. Alors maintenant que les présentations sont faites, je vais faire un rapide résumé du sommaire de cette émission. Je vous l'ai dit, c'est une émission spéciale Siberia. On va commencer par revenir évidemment sur la saga qui fête ses 20 ans, bien entendu. Ensuite, on évoquera l'auteur de cette série, Monsieur Benoît Socal, qui malheureusement nous a quittés en mai dernier. Et on va évidemment revenir sur ses travaux, son héritage, et bien entendu lui rendre hommage. Ensuite, on parlera évidemment de Siberia The World Before, dont la sortie est imminente, vous l'avez bien compris, avec nos invités qui sont sur le plateau, mais également des petites surprises en provenance de Los Angeles, je vous en dis pas plus. Et on terminera évidemment avec une session de gameplay, parce qu'on a aussi le jeu qui est sur le plateau, pour pouvoir le découvrir en long, en large et en travers. Et bien moi, ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite, sans plus attendre. Donc, Siberia fête ses 20 ans cette année, ce sera dans quelques mois, puisque le premier épisode était sorti le 30 mai 2002, je m'en rappelle, je crois que c'était un jeudi, si je dis pas de bêtises. Siberia, c'est 4 épisodes, c'est avec The World Before, évidemment, qui arrive dans quelques jours, et j'ai envie de vous poser cette question, messieurs, quel est l'épisode qui vous a le plus marqué? Est-ce que quelqu'un veut commencer? Vas-y Lucas, commence. Lucas. Oui, moi, ce sera le premier, forcément, quand la cutscene d'introduction, quand on découvre cette espèce d'enterrement avec des automates, là, et je pense qu'il y a toute la série qui est condensée en quelques images, et c'était vraiment une porte d'entrée sur l'univers de Benoît qu'il a développé sur les 4 épisodes. Enfin, moi, en tout cas, ce sera le premier, ouais.
Maxime? Bah écoute, moi pareil, je vais dire le premier Siberia, parce que pour le coup, j'avais découvert l'univers de Benoît via la Mer Zone, qui était aussi un jeu d'aventure qu'il avait proposé quelques années auparavant. Et puis, si je dis pas de bêtises, Siberia, c'est aussi dans l'univers de la Mer Zone. Et moi, c'était un de mes premiers point and click. Et je m'en souviens, mais vraiment, c'était dingue quand j'ai découvert ce jeu. L'univers était fou, et j'adorais faire le 2 derrière, et le 3 aussi également, quoi. Mais le premier, clairement... Xavier, toi, moi je suis pareil, sur c'est aussi le premier. ouais, D'accord, on sent que vraiment ça a impacté tout le monde ici C'était sur vraiment le la plateau. découverte de l'univers de Benoît et franchement ça laisse une marque indélébile. Et c'est ce qui t'a peut-être poussé à aller travailler avec lui? Ah complètement. Ouais. De toute façon, moi depuis la première heure, je suis fan du travail de Benoît. Donc quand j'ai eu l'opportunité de venir rejoindre les équipes, ça a été vraiment un accomplissement. Ouais. Voilà. Et alors Yannick, moi j'ai cru comprendre que tu avais fini les 4 épisodes il n'y a pas si longtemps, que tu les as enchaînés. Est-ce que c'est vrai? Oui, alors le premier et le deuxième, je les avais déjà fait. Je les ai refaits dernièrement, effectivement, quand j'ai su que j'allais travailler sur The World Before. Mais à choisir, je dirais plutôt le 2, moi, parce que je les ai connus le 1 et le 2, je les ai connus un petit peu tardivement, on va dire. Et le 2, alors le premier, effectivement, c'était, comme disait Lucas, porte d'entrée sur l'univers de Benoît, avec tout ce que ça implique d'onirisme, etc., etc. Donc c'était très intéressant. Mais le deuxième, déjà, il y avait quand même une grosse différence, ne serait-ce que techniquement parlant. Le gameplay était un petit peu plus, précis, etc., etc. Et il y avait toujours ce côté très, très aventureux, en termes d'exploration, etc. Ouais. Et ça m'a beaucoup, beaucoup parlé. Et vraiment, choisir, le 2 m'a vraiment, vraiment beaucoup plu et j'en garde de très, très bons souvenirs et des scènes qui m'ont vraiment, vraiment marqué. Il y a un truc vachement, parce que je rebondis sur ce que dit Yannick, il y a un truc qui est vachement intéressant quand on connaît un peu les coulisses, c'est qu'en fait, le 1 et le 2, en réalité, en fait, à la toute base, c'était un seul jeu. Si je pense que je peux le dire. Quand je dis un seul jeu, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une suite directe. C'est-à-dire qu'en fait, quand le premier se termine, le 2 commence. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, ils ne sont pas sortis je pense, à peut-être un an d'intervalle. Ils sont à 2 ans d'intervalle. Ouais, donc c'est vraiment, tu vois. Et donc vraiment, je pense que Benoît, quand il a réfléchi à Siberia, il avait déjà en tête le 2. Oui. Et pour le coup, ça se ressent quand tu découvres la licence. Et c'est ça qui est intéressant, parce que même s'ils sont sortis à très, très peu de temps d'intervalle, finalement, je trouve, après c'est peut-être moi qui idéalise le 2, je trouve qu'il y avait, la construction était quand même meilleure, on va dire, en fait, que celle du premier. Là, c'est vraiment de côté un peu pragmatique, tu vois, en termes de gameplay. Mine de rien, pour apprécier, tu vois, un jeu pleine mesure, tout du moins pour moi, il faut vraiment que ce soit un agglomérat de plein de choses, que le gameplay, l'histoire, etc., etc. Et qu'est-ce qui fait justement, d'après vous, que Siberia, c'est une série importante pour les jeux d'aventure point and click? Qu'est-ce que Benoît Sokal a apporté au genre? Moi, déjà, oui, il y a l'esthétique dont on parlait tout à l'heure, qui est, je pense, la première chose qui frappe. Après, moi, d'un point de vue plutôt scénaristique, qui est plutôt mon domaine, moi, c'était un des premiers jeux de mémoire qui proposait, avec le personnage de Kate Walker, un personnage qui vraiment vivait une vraie évolution. Comme tu pouvais avoir au cinéma ou en littérature, c'est-à-dire le personnage part, c'est une avocate un peu guindée, etc., un peu superficielle, il faut le dire, et puis qui, par le biais de ce voyage, se transforme en quelqu'un de beaucoup plus libre et finalement une espèce d'aventurière contemporaine. Et ça, c'est ce qui m'avait vraiment marqué à l'époque. Alors, on l'a dit tout à l'heure, il y a eu 2 ans d'écart entre le premier et le deuxième épisode. Par contre, il a fallu attendre extrêmement longtemps avant que Siberia 3 ne sorte. Je crois que c'est à peu près 13 ans. Alors, on sait, Benoît Sokal a sorti L'île noyée, Paradise entre-temps, mais qu'est-ce qui fait que la gestation de Siberia 3 a pris beaucoup plus de temps? Vous qui avez travaillé avec lui, est-ce que vous avez peut-être des anecdotes à ce sujet, Xavier, par exemple? Lucas pourra mieux en parler, parce qu'il était plus sur Siberia 3. Moi, je suis arrivé, effectivement, j'ai commencé à bosser avec Benoît sur Siberia 3. Après, pour être tout à fait franc, moi, je suis vraiment arrivé quand Siberia 3 a été launché. Donc, j'ai pas spécialement l'historique d'avant. Tout ce que je pense que Benoît a attendu, en tout cas c'est toujours ce qu'il a dit, me semble-t-il, c'est qu'il attendait que les conditions pour lui soient réunies, notamment budgétaire, moteur, etc. Et je crois que c'est le passage aux consoles HD qui pour lui a été le déclic. Je crois que c'est quand il a vu un de ses enfants jouer à Assassin's Creed, il nous disait souvent que pour lui il s'est dit ça y est, c'est ça la base technique qu'il me faut pour relancer Siberia en fait. Ouais, bien sûr. Et justement, quel est l'impact de Siberia sur les joueurs? Quels souvenirs en gardent-ils? On est justement allé à leur rencontre pour leur poser la question. On a une vidéo justement où ils nous parlent de leur ressenti par rapport à Siberia. On les écoute.
Quand on me dit Siberia, je pense à quoi? Je pense peut-être à une session de jeux vidéo où j'avais la fièvre, j'étais extrêmement malade. C'est son univers un peu spécial qui m'a paru intéressant au début, avec tous ces automates, tous ces technologies à base d'engrenages, à base de mécanique, qui fait que ça rend l'univers très onirique et fantastique. Ma mère me faisait c'est un peu comme si elle me faisait des let's play de Siberia en temps réel, commenté. Ouais, c'était assez cool. Hein. J'étais tellement rentré dans le jeu avec la fièvre en plus que j'étais dans un état un peu bizarre et j'étais vraiment absorbé par l'histoire. C'est vrai que j'ai fini le jeu, chose que je ne faisais jamais avant. J'ai fini le jeu en quelques heures et ouais, je rentrais absolument encore plus dans l'histoire, quoi. J'ai essayé et c'est comme ça que j'ai découvert la licence et le jeu il m'a pu quitter jusque maintenant. L'univers de Siberia est assez important pour moi parce que c'est vraiment ce jeu-là qui m'a fait entrer dans la culture clockpunk et steampunk. Il y avait des cinématiques, c'était incroyable. C'est surtout une expérience narrative, j'ai envie de dire, et qui vaut le coup, quoi. À l'époque, ouais, ça a été quand même... Moi, ça a été très marquant. Et Siberia, Siberia, j'attends beaucoup The World Before. J'harcèle quelques amis pour qu'ils se jouent. Bon, on l'a vu, on l'a entendu, tous ces joueurs ont vraiment une relation assez particulière avec Siberia. On sent vraiment, j'aime bien celui qui était tombé malade et qui a vraiment, comment dire, qui a accompagné le jeu pendant évidemment le fait qu'il était malade. Pour vous, c'est ça, Siberia, c'est une ambiance, c'est un univers, c'est exactement ce que Benoît Socal voulait transmettre, une espèce d'expérience narrative. Est-ce que c'était ça? Alors oui, puis comme disait très bien Lucas tout à l'heure, en gros, il y a vraiment la poésie des automates, le clockpunk, qui vraiment appelle à quelque chose d'onirique, évidemment. Il s'appuie sur beaucoup de réalisme, mais il y a toujours ce pas de côté que fait Benoît pour nous emmener dans son univers et nous emporter avec ses mécanismes étranges, avec peu de personnages, mais très marqués, où on s'identifie, on se projette, on a envie de vivre des aventures avec eux. Et forcément, ça nous envoie très très loin. Donc ravi d'entendre les fans partager leur expérience. C'est super. Moi, je me rappelle, effectivement, j'ai eu l'occasion d'interviewer à plusieurs reprises Benoît Socal qui me disait que le jeu vidéo était en fait un autre moyen d'expression pour lui, parce qu'on sait qu'il vient du monde de la BD, on sait que c'est un auteur avant tout, un écrivain, et pour lui, effectivement, le jeu vidéo, c'était juste un autre moyen d'exprimer, effectivement, ses histoires à lui. Est-ce que, effectivement, le jeu vidéo est aussi un autre médium pour ce genre de choses? Parce qu'on sait que beaucoup de gens estiment que le jeu vidéo, c'est le gameplay avant tout, mais pour d'autres, c'est aussi raconter une histoire. Ouais, complètement. C'est vrai que le jeu vidéo a ce côté très plastique qu'on en fait un peu ce qu'on veut. En fait, ouais. Moi, c'est ça que je trouve ça super, c'est que tu peux avoir des jeux orientés totalement gameplay et puis des jeux qui se veulent plus des expériences narratives. Donc ça, c'est plutôt le choix qu'a pris Benoît. Et je pense que pour lui, c'était vraiment... pareil, il en parlait, mais pour la Merzone, c'était une révolution pour lui le côté, on appelait ça multimédia, je pense, à l'époque, quoi, de quasiment faire... je crois qu'historiquement, Benoît a dû être un des premiers auteurs de BD, en tout cas francophone, à utiliser Photoshop, par exemple, à retoucher ses dessins numériquement, c'est ce qu'il nous avait dit, je crois. Et quand il a vu ce qu'il pouvait faire pour la Merzone, c'est-à-dire de retoucher ces espèces de background en 3D, mais en fait, voilà, exactement. Le fait de peindre un logiciel, quasiment, de peindre une BD, mais en numérique, lui, je crois que c'est ce après quoi il courait avec le jeu vidéo. Ouais, c'était un autre médium légitime. Et puis c'est vachement précurseur parce que on le dit pas assez, mais le premier Siberia a été développé au Québec. C'est vraiment, tu vois, c'est un studio. Tu vois, aujourd'hui, on parle beaucoup de studios, qui sont au Canada, au Québec, en se disant c'est l'Eldorado. Et ben là, tu vois, t'as quand même Siberia, premier du nom, qui sort en 2002. C'est un jeu développé là-bas, à Montréal, si je dis pas de bêtises. Oui, donc du coup, c'est, tu vois, même par rapport à ça, c'est vachement précurseur. C'est-à-dire qu'en fait, t'as beaucoup de gens, comme les témoignages qu'on a eu là, qui ont été marqués par Siberia, mais pour le côté point and click, mais aussi pour le côté aventure. Toi, Lucas, tu disais tout à l'heure pour le côté Catwalker. C'est-à-dire que, tu vois, pendant beaucoup d'années, tu as eu
Enfin, tu vois, Kate Walker, c'est quand même un personnage féminin du jeu vidéo qui est assez fort. Oui. Elle s'émancipe et tout. Aujourd'hui, si tu cites des personnages de jeux vidéo féminins, il n'y en a pas beaucoup, tu penses. Le premier auquel tu vas penser, évidemment, ce sera Lara Croft. T'en as encore des autres, hein, évidemment. Il y en a de plus en plus aujourd'hui. Il y en a de plus en plus, bien sûr. Mais là, on est en 2002 sur le premier Siberia. Et en 2002, et c'est un personnage qui est fort, qui s'émancipe. Qui quitte son... Alors, je vais pas tout spoiler si vous n'avez pas fait le premier Siberia. Non, mais on avait dit qu'on spoilait pas, donc c'est le premier. Attendez, il a plus de 20 ans, le jeu, on peut se permettre de spoiler, là. Qui, quand même, voilà, va quitter son métier d'avocat. Tu vois, donc c'est vachement bien, je trouve, quand même, comme esprit. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand il est arrivé, il a réussi vraiment à proposer autre chose dans le genre, sans dénigrer, bien évidemment, ce qui s'était fait avant. Notamment, là, je parle plutôt dans les années 90, via Delphine Software, qui avait sorti en fait beaucoup de très bons point and click, mais c'était très différent. Lucas Art, bien entendu, tout ce qui est Monkey Island, etc. Mais là, c'était plutôt une autre thématique, c'était plutôt tout ce qui était humour, autour de l'humour, etc. Donc pareil, c'était un très très bon jeu. Mais quand le premier Siberia est arrivé, il réinventait pas effectivement le genre en point and click, on va dire, dans ses mécaniques de gameplay, bien entendu. Mais par contre, au niveau de l'univers, au niveau de la maturité aussi de l'histoire, c'était quelque chose qu'on n'avait pas vraiment vu avant, quoi. Donc il apportait aussi une complémentarité, il a apporté une complémentarité au genre. Ouais. Et donc du coup, forcément, Siberia, c'est une œuvre qui est indissociable de son auteur Benoît Socal. Et à ce titre, d'ailleurs, il a reçu une récompense là récemment, un Pégase d'honneur pour son œuvre et l'héritage qu'il a laissé, bien entendu. Alors vous, qui connaissiez bien Benoît Socal, je me tourne évidemment notamment vers toi, mon cher Lucas. Comment il aurait réagi justement à ce trophée? Est-ce que c'était quelqu'un qui aimait ce genre de choses? Est-ce qu'il serait allé déjà la chercher, cette statuette? C'est Benoît, je pense qu'il aurait eu une réaction qui nous aurait surprise, parce que Benoît, le pas de côté dont parlait Xavier, qui était dans son œuvre, était aussi dans son expression publique, on va dire, de créateur. Mais je sais qu'il aurait été, il aurait été très content de la légitimité, je dirais, que ça exprimerait, ce prix, pas spécialement pour lui, parce que Benoît a été multi-récompensé tout au long de sa carrière. Donc je ne pense pas que le combat aurait été individuel, mais c'est quelqu'un qui a énormément milité pour que le jeu vidéo soit reconnu comme on en parlait, un média légitime. Je sais que, notamment à l'époque de Whitebird, il avait vraiment beaucoup milité pour que même des auteurs établis tentent l'expérience d'aller dans le jeu vidéo. Je me rappelle, ce qu'il avait fait avec Enki Bilal, notamment, je crois, sur Nicopole. Et Benoît, là-dessus, je pense que là où il a été visionnaire, c'est qu'il croyait à un monde où être scénariste, ça pouvait être en BD, en jeu vidéo, au cinéma, en série. Et c'est quelque chose qui est en train d'arriver, et à mon avis, dont il aura été l'un des précurseurs et des visionnaires. Je me rappelle effectivement quand je l'avais interviewé, on avait évoqué ce sujet-là. Il était d'ailleurs un peu triste qu'il soit le seul justement auteur de BD à ne pas avoir franchi le pas vers le jeu vidéo. Et je me rappelle aussi surtout que c'était quelqu'un qui n'avait pas la langue dans sa poche. Et je me rappelle effectivement d'un droit de réponse qu'on avait eu ensemble. Il n'était pas content de certaines coupures presse. Et voilà, et ce que j'aimais aussi chez lui, c'est que c'était quelqu'un qui parlait ouvertement, il avait vraiment pas peur, effectivement. Et c'est aussi pour ça qu'on aime Benoît Socal, c'est pour son franc-parler. Effectivement. Donc, il était comme ça aussi au travail, au quotidien, lorsque vous étiez avec lui, sans concession. C'est un artiste à part entière, c'est-à-dire qu'il arrive avec son univers, il faut être force de proposition. Il faut arriver à emmener tout le monde et que c'est lui qui est garant de son univers. Donc forcément, il doit le défendre. Et c'est quelqu'un d'entier. Et c'est ce qu'on apprécie chez lui. Ça fait partie du personnage. Vous n'avez pas une petite anecdote là, croustillante à nous révéler de Benoît au travail, un truc rigolo? Vas-y Lucas. Vas-y Lucas, engage-toi. Je cherche, je dois bien en avoir quelques-unes, mais moi avec Benoît, je ne sais pas si j'ai une situation en plus, moi Benoît c'est quelqu'un que j'ai fréquenté au quotidien pendant quasiment 10 ans, et moi quand je suis arrivé, j'étais un jeune stagiaire freluqué qu'on lui a refilé dans les pattes en 2013. Il devait être ravi. Tu te doutes bien qu'il était ravi, et c'est quelqu'un qui a, que je remercierai toujours de m'avoir laissé une place d'invité dans son univers, Et voilà, moi, c'est un peu mélo, pardon, mais ma fille est née peu de temps avant son décès.
Et Benoît, malgré le fait que c'était un moment évidemment compliqué pour lui, avait pris le temps d'être présent pour ce moment de ma vie, quoi. Et c'est quelque chose dont je me souviendrai toujours, quoi. J'imagine. Non, c'était quelqu'un avec un grand cœur, je me rappelle. Il était vraiment toujours très ouvert, effectivement, avec la presse, discuter. Ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et donc, du coup, il a forcément laissé un souvenir impérissable dans le jeu vidéo, mais aussi auprès des joueurs. Et on a posé justement des questions aux fans, justement, de Benoît Socal. Comment ils perçoivent l'auteur? On a une vidéo, on les écoute. Benoît Socal, je l'ai découvert presque en même temps que j'ai découvert Siberia. Ça va être un peu drôle à dire, mais littéralement parce que le nom était écrit sur la boîte. C'est la première fois que je voyais le nom d'un créateur comme ça mis en avant sur une boîte de jeux vidéo. Je savais que c'était quelqu'un qui venait de la BD à l'origine, ça je savais. Son univers parle pour lui en fait. C'est un peu comme si on parlait de The Witcher par rapport à Sapkowski. J'ai découvert que c'était d'abord un dessinateur. Et au bout de quelques temps, à force de jouer à ce jeu vidéo et à d'autres aussi jeux vidéo, je me rendais compte que ça avait quand même son poids, j'ai l'impression, dans la série Siberia. J'ai découvert l'univers de Benoît Socal à l'époque, je ne connaissais pas son nom, mais mon premier jeu vidéo, ça a été Hammerzone. Donc c'est le jeu qu'il a fait avant la série Siberia. Je sais pas, là il y avait quelque chose vraiment de raconter une histoire du début à la fin, un petit peu comme dans une BD, de vraiment entraîner le spectateur de cette manière-là. Et bref, cette espèce de souci du détail, des petites choses un peu futiles des fois, l'émotion beaucoup, une construction vraiment qui moi me rappelait la BD, des BD que je peux lire depuis longtemps. Ouais, il a fait un travail de dingue sur la cohérence de l'univers et pour rendre un peu le côté très mécanique à une ambiance très scandinave, en fait, très slave. L'ambiance, parce que le jeu commence dans une petite ville des Alpes françaises, qui fait très européen pour le coup, et ça m'avait vraiment marqué visuellement parce que le jeu a une ambiance européenne qu'on retrouve pas trop dans pas mal d'autres jeux. Moi c'est ça qui me plaisait avant tout dans les Siberia, c'était vraiment la présence de Benoît Socal, de la patte artistique. T'arrives dans cet univers, je suis un gros fan de point and click à la base, et je me suis dit, là on tient quelque chose de vraiment original et sympa. On sentait quand même la patte de l'artiste. Bon, on sent quand même que Siberia The World Before, c'est un jeu qui est extrêmement attendu. Alors je sais que entre le 3 et cet épisode-là, il s'est écoulé à peu près 5 ans de développement. Ça a été quand même assez long au niveau du process. Qu'est-ce qui a pris le plus de temps dans le développement? Est-ce que ça a été le scénario, la création peut-être des assets? C'est quoi exactement? Non, ça a été surtout en fait donc en fait il y a eu 2 ans de pré-prod. Et puis, dans ces 2 ans de pré-prod, on a fait un peu le bilan et on a voulu mettre en place en fait vraiment l'orientation graphique et où est-ce qu'on voulait aller. Et aussi, ça a été très important pour nous au niveau de la prod, c'était de retrouver cette confiance avec Benoît et que Benoît puisse commencer vraiment à faire son travail de créateur et de vision et d'aller au-delà. D'accord. Et d'aller au-delà en fait pour vraiment aboutir le jeu auquel il croyait. D'accord. Est-ce qu'au fur et à mesure du développement, est-ce que c'est une équipe qui a continué à grossir ou vous êtes resté vraiment avec une core team assez classique pour ce genre de jeu? Est-ce que ça se passe vraiment comme les autres prods où on grossit de plus en plus au fur et à mesure que le jeu avance? On a grossi de plus en plus, ça c'est évident. Et puis, en fait, il y a eu un engouement aussi au sein de la prod. Ouais. C'est-à-dire que plus on apportait des visuels, plus Benoît était content de ce qu'il voyait, plus on sentait qu'on avait quelque chose qui méritait d'aller encore plus loin. Et je pense qu'en ça, on a pu arriver à faire grossir la prod et assimiler tout le monde dans ce bateau. Alors toi, Lucas, j'ai une question à te poser parce qu'effectivement, tu occupes un poste bien particulier au sein justement de Siberia The World Before. Tu allies en fait deux métiers. Tu es à la fois lead writer, c'est un peu tu es co-scénariste quelque part avec Benoît, mais également game director. Comment on fait justement pour allier ces deux corps de métier? Justement, l'alliance des deux métiers, elle se fait plutôt à cause du projet. En fait, c'est pas dans Siberia, et quand on travaille avec Benoît, de toute façon, le scénario est indissociable de l'expérience de jeu. Benoît, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, disait le jeu vidéo pour lui, c'était vraiment raconter une histoire. Et donc, chaque moment de jeu, chaque mécanique, chaque instant de gameplay ou quoi doit se justifier par l'histoire. Donc avec Benoît,
en permanence, tu te demandes pourquoi ce puzzle, pourquoi cette énigme, etc. Il faut toujours que le scénario soit le moteur. Ouais. Donc en fait, le fait d'être à la fois d'animer à la fois la partie gameplay du jeu et aussi de participer au développement du scénario avec Benoît, ça permet de toujours intriquer et de faire en sorte que tu n'aies pas de dissonance entre les mécaniques de jeu que tu proposes et puis les moments de narration qui véhiculent, quoi. D'accord. Et comment tu partageais justement ton travail avec Benoît? Qui faisait quoi exactement? Benoît, après, Syberia, c'est son univers, c'est son histoire. Donc lui, il est arrivé un beau jour avec un petit document l'histoire tenait en une phrase. Et puis après, il avait des moments, si tu veux, Benoît, il fonctionnait beaucoup comme ça. Il avait son fil rouge, mais après, c'était des moments plus ou moins développés, des extraits de lettres qui sont d'ailleurs dans le jeu final. Et puis des pans entiers qui n'étaient pas là. Enfin, c'était et moi avec Benoît, après on faisait des longues réunions. Il y avait pas que nous. Parfois il y avait des membres de la direction artistique comme Xavier ou Amanda Gungrich avec qui il a travaillé longtemps aussi. Des producteurs aussi, que ce soit côté prod ou publisher. Et puis on développe en fait, on développe les choses. Moi, à chaque fois, il fallait que je prenne les idées qu'impulsait Benoît. Et j'étais plutôt à essayer de les structurer dans un fil qui puisse aussi s'incarner en jeu. Parce que Benoît, connaissait les impératifs de gameplay, etc. Mais c'était pas lui sa priorité, si tu veux. Donc il y avait un espèce de travail d'adaptation en permanence qu'il fallait faire. Après, je précise tout de suite que j'étais pas tout seul. On est toute une équipe à faire ça. Moi, j'anime, mais il y a évidemment plein de gens à qui je rends hommage, qui ont fait un merveilleux boulot là-dessus. C'est toi qui synthétise le tout et qui après... C'est ça, j'essaie de transposer ça, à la fois d'avoir un travail de scénariste qui est de faire une histoire cohérente avec Benoît, ça c'est un ping-pong qui est normal, et puis que ça s'incarne dans une expérience de jeu. Alors je me tourne vers toi, du coup Xavier, toi c'est ton premier Syberia, si je ne dis pas de bêtises, en tant que art director. Quel a été vraiment le principal défi de ce nouvel épisode? Alors le principal défi, ça a été surtout technico-artistique. En fait, c'était vraiment de pouvoir élever artistiquement et techniquement le visuel de Syberia pour arriver à un niveau attendu et que Benoît en soit content. Voilà, ça a été vraiment ça. Et je remercie également Fred et toute sa team 3D qui ont fait un boulot incroyable sur les décors et sur les personnages, qui ont réussi à retranscrire les ambiances que souhaitait Benoît, parce que c'est très précis. C'est vraiment un avantage de travailler avec un artiste et un auteur de BD, c'est qu'il maîtrise l'ensemble de son art, graphiquement, scénaristiquement. Il parle énormément à base de dessins, donc c'est super intéressant pour nous et à nous de le retranscrire dans un jeu vidéo en 3D temps réel. Donc, c'est vraiment ça, c'était ça le défi. Ouais. Yannick, je me tourne vers toi qui as fait tous les Syberia assez récemment. Entre le troisième et le dernier épisode, tu sens vraiment ce gap justement artistique, visuel? Est-ce qu'il y a une nouvelle implication, une nouvelle ambition aussi? Oui, de la part de toute l'équipe. Je pense qu'il suffit de comparer un trailer de Syberia 3 et un trailer de The World Before pour voir que artistiquement, techniquement même, c'est j'allais dire le jour et la nuit. Il y a une précision dans The World Before qu'il n'y avait peut-être pas dans Syberia 3. Parce que le niveau technique, les outils techniques ne sont pas les mêmes aussi, ceci expliquant cela. Mais c'est vrai que The World Before, visuellement, encore une fois, il est, grâce notamment à Xavier, entre autres, c'est vrai qu'il y a une pluralité de décors, en fait, il y a des jeux de lumière qui sont vraiment superbes. On sent en fait que Microïd Studio Paris a maîtrisé maîtrise son moteur. Et ça joue, mine de rien, quoi. Bien évidemment, ça joue, effectivement. Comme on l'a dit plusieurs fois depuis le début de cette émission, le scénario compte, il est très très important, il est au centre de Syberia. Mais c'est vrai que le visuel joue aussi pour beaucoup. Et là, effectivement, dans The World Before, et je le dis après avoir fini le jeu, il y a vraiment des passages, il y a vraiment des moments où c'est superbe, quoi. On sent vraiment qu'il y a un vrai travail artistique et technique derrière. D'accord. Et alors, je sais que la particularité de cet épisode, c'est d'intégrer
un nouveau personnage, en plus évidemment de Kate Walker. Et l'histoire du coup se joue sur deux époques, sur deux timelines, une qui est dans le présent, une autre dans le passé. Comment justement est née cette volonté de jouer avec le temps ? Là, c'est Benoît, très clairement, qui est arrivé. Ça faisait vraiment partie du pacte initial sur ce jeu. Il voulait absolument raconter l'histoire de cette jeune femme, donc Dana Rose, qui, comme je disais tout à l'heure, était peut-être la manière pour lui aussi de véhiculer un petit peu des éléments biographiques ou autobiographiques. Et ça a été un des piliers tout de suite de conception du jeu. Maintenant, il y a deux personnages. Comment on articule, comment on raconte une histoire sur plusieurs époques avec deux personnages principaux, sachant en plus que spécifiquement à Siberia, Kate Walker est aussi un des piliers de la licence. Donc comment faire en sorte qu'on ne perde pas Kate en mettant en scène Dana. Et je suis très content du résultat parce que j'ai l'impression que la greffe a été bonne pour Dana. Les retours qu'on a sur elle sont très positifs des fans. Et en même temps, Kate, je crois que ceux qui ont fini le jeu ont été satisfaits de la façon dont on continue de la développer. Donc voilà. Non, mais même en termes de gameplay par rapport au timeline, alors sans spoiler, parce que voilà, attention, arrêtez-moi sinon je vais vous dire. Non, mais il y a des choses qui sont intéressantes. C'est-à-dire qu'en gros, c'est au-delà, comme tu le disais tout à l'heure, Lucas, il y a des. Benoît réfléchissait autant scénario que gameplay. D'accord. Alors, il y a quelque chose... Moi, j'ai pas fini le jeu, malheureusement, contrairement à vous. Mais voilà, quand j'ai découvert les premières images de Siberia, The World Before, et on le voit derrière ce panneau, on a quand même deux personnages. Il y en a une qui est un peu plus mise en valeur que l'autre. Alors, évidemment, on reconnaît bien Kate Walker ici, sur cette image, mais dans les premiers trailers, on la voit avec vraiment une coupe totalement différente, un peu coupe militaire. Alors, sans nous spoiler, effectivement, pourquoi on a une Kate Walker qui est vraiment différente. Et moi, à un moment donné, je me suis trompé. Je me suis dit que c'était Kate Walker et était Dana Rose. À un moment donné, je ne savais plus où me situer, en fait. C'est quelque chose qui a pas mal surpris. C'était une volonté avec Benoît puis même Xavier de l'équipe en entier. On avait envie sans spoiler, on quitte Siberia 3 avec une Kate Walker qui est dans une mauvaise passe. D'accord. On savait au vu de l'histoire qu'on allait avoir une orientation beaucoup plus introspective et un petit peu plus dark du personnage de Kate, et de la retrouver comme ça dans une position, tomber de son piédestal. Voilà. Il voulait la faire tomber de son piédestal et vraiment apporter une nouvelle image de Kate pour pouvoir la redécouvrir. D'accord. C'était vraiment c'est une volonté très très forte, assumée, qui n'a pas toujours plu, qui a mis du temps à faire son chemin. Même nous en interne, mais je pense que c'était vraiment quelque chose qu'on souhaitait mettre en place. C'est vrai que quand tu sors de Siberia, en fait, elle est intouchable, Kate Walker. C'est ça, en fait. Sur les Siberia, les trois premiers du nom. Et c'est vrai alors, on a la chance, du coup, vous avez la chance, les joueurs, de découvrir une démo de Siberia The World Before, qui est en fait le premier chapitre du jeu, et du coup, qui permet un peu de comprendre les tenants et les aboutissants, en tout cas du début de l'histoire. Donc, n'hésitez pas à la télécharger et à mettre le jeu en wishlist ou en souhait, si jamais vous voulez vraiment voir un peu comment ça va se passer après. Ne me regarde pas comme ça, il rigole. Très beau placement. Parfait. Écoutez, on est là pour ça. Mais non, mais ce que je veux dire, voilà, c'est que on le comprend, et c'est vrai que pour le coup, elle descend, comme tu le dis, de son piédestal. C'est-à-dire qu'en gros, elle est plus du tout intouchable, et on sent qu'elle est vulnérable. Et il se passe quelque chose qui fait que... Ça crée de l'empathie. Qui crée de l'empathie, qu'on avait déjà en fait au début, mais en fait, et comme tu le disais tout à l'heure, Lucas, l'équilibre entre Dana et Kate Walker, pour le coup, j'ai terminé le jeu aussi, c'est vachement bien, parce que des jeux où il y a deux personnages, souvent, tu en as toujours un qui est un peu plus au-dessus que l'autre. Il y a un équilibre. Et là, il y a un équilibre, mais surtout que tu as un équilibre après 3 épisodes où tu as eu Kate Walker qui était le personnage principal. Et là, tu vois, il y a un équilibre qui a réussi à être créé. Je trouve que c'est vraiment très très bon. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que vous me parlez effectivement de la faire tomber de son piédestal, de cette iconisation. Est-ce qu'on peut imaginer un nouveau Siberia sans Kate Walker? Est-ce que on est vraiment, avoir ce personnage-là, c'est indissociable de la série, ou au contraire, comme d'autres franchises ont pu le faire, c'est changer de personnage en cours de route. Est-ce que ça, c'est possible? Difficile quand même. C'est quand même un des piliers majeurs de la licence Siberia. Ça me semble compliqué de faire sans Kate Walker. Mais vous êtes quand même posé la question, parce que quand on introduit un deuxième personnage comme ça, avec cet équilibre, est-ce qu'on ne se dit pas, peut-être que le renouveau peut se faire aussi avec un nouveau personnage?
Oui et non. Enfin, moi, je vais te faire un peu une réponse de Normand, mais parce que c'est vrai que Kate est tellement indissociable de l'expérience et je pense que c'est tellement un espèce de catalyseur avec lequel tu rentres dans la série que ce serait compliqué sans elle. Et en même temps, l'univers qu'a créé Benoît est tellement riche sur Siberia que, bon, peut-être. Mais voilà, comme je le disais tout à l'heure, enfin, faut pas oublier que Siberia ne commence pas qu'avec Siberia, ça commence aussi avec la mer. Voilà, c'est ça. Il y a plein de, déjà dans les premiers Sibériens, il y a plein de liens avec la mer Zone. Pour ceux qui ont fait le premier, on retrouve vraiment des oiseaux de la mer Zone dans la serre de l'université. Là, si vous fouillez un petit peu, alors Lucas, tu pourras confirmer, si on fouille un petit peu partout dans les ordinateurs, dans les bouquins, vous aurez plein de références à des choses. Easter egg. Et pour le coup, parce que ça, c'est vrai qu'on l'a pas dit, vous pouvez commencer Siberia avec The World Before. Ça veut dire qu'en fait, on n'est pas obligé d'avoir fait les 3 premiers épisodes. Pour le coup, moi, j'avais fait les 3 premiers épisodes au moment de leur sortie. D'ailleurs, je ne vais pas vous mentir, c'était pas frais quand j'ai commencé à jouer à The World Before. Mais je pense que quelqu'un qui commence à jouer à Siberia The World Before, il ne sera pas dépaysé. Par contre, celui qui a joué aux 3 premiers épisodes, lui, pour le coup, il aura plein d'easter eggs un petit peu partout dans les ordinateurs. Donc ça peut être une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée et surtout, c'est intéressant parce que, comme on le disait, il y a 2 timelines et du coup, on peut refaire les 3 premiers épisodes après avoir fait The World Before. Ça va donner un petit peu un peu plus de saveur et comprendre peut-être des choses qu'on n'avait peut-être pas compris au moment de jouer à The World Before. Et voilà quoi. Ça, pour le coup, c'est vachement bien pensé. Donc là, on comprend qu'effectivement, l'histoire, le scénario est au centre effectivement de l'expérience Siberia, mais on sait que le gameplay aussi est très important. Quelles sont les nouveautés qui ont été apportées avec ce nouvel épisode? Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui diffèrent des précédents Siberia? C'est plus Lucas qui va peut-être j'ai envie de donner la parole à Yannick. Bon, Lucas complétera. Effectivement, j'étais en train de réfléchir à ce que je pouvais dire, à ce que je ne pouvais pas dire. Non, mais logiquement, le gameplay de The World Before est dans la continuité en fait, de celui de Siberia 3. Mais il y a beaucoup de choses, effectivement, qui ont été améliorées. Beaucoup de choses qui ont été rajoutées aussi, justement, avec cette double timeline, etc., ça a permis effectivement d'intégrer des notions qui étaient peut-être absentes, qui étaient absentes en fait des précédents épisodes. Donc ça, c'est toujours très très intéressant. Et puis même au niveau des énigmes, on va dire, on retrouve effectivement cette patte Siberia. Ne serait-ce que dans les éléments que tu vas être amené à manipuler pour résoudre certaines énigmes, mais bien évidemment, comme je disais, c'est vraiment le changement dans la continuité. Il y a certaines énigmes qui sont très différentes de ce que tu avais eu avant, d'autres qui renvoient peut-être à des énigmes que tu as vues précédemment. Et ce mélange fait que, tu vois, tu es en terrain connu, c'est un univers en fait que tu connais, que tu apprécies. Mais malgré tout, tu as cette petite nouveauté à travers justement l'histoire, à travers ces personnages, à travers le gameplay qui fait que tu avances et tu as envie d'en connaître, tu as envie de savoir en fait où va t'amener en fait cet épisode. Quoi. Puis il y a un autre pilier de The World Before, je complète aussi, après Lucas, c'est toi qui va compliquer. Mais un autre pilier, on en parlera tout à l'heure, je pense, mais c'est la musique. C'est-à-dire qu'on parle de la musique, le premier Siberia, en fait, la musique a toujours été très présente dans Siberia. Le premier, d'ailleurs, a été, alors mais à coup de pas, j'ai oublié son nom, mais c'était un musicien d'Indochine. Dimitri Bodiansky, qui était le saxophoniste d'Indochine, si ma mémoire est bonne. Donc, quand même, tu vois, c'est pas mal pour le premier Siberia. Et depuis le 2e épisode, c'est Inonzur qui a composé la musique de Dragon Age, de Fallout. Il a vraiment un répertoire assez large. Il a même fait du Naruto. Là, il travaille également sur Starfield. Vraiment. Et je pense que pour lui, c'est vachement important. Et comme on peut le voir là sur ce visuel, la musique a quand même une place assez importante dans le jeu. On reviendra dessus justement, parce qu'on a des surprises par rapport à la musique. Excusez-moi, je vais trop vite. Mais du coup, est-ce que tu valides ce qu'a dit Yannick, mon cher Lucas, par rapport au gameplay Oui, non, c'est sûr qu'il y a des. Comment dire, la dimension puzzle, elle a toujours été quand même indissociable de Siberia. C'était toujours des espèces d'obstacles nécessaires, mais que Benoît avait toujours en tête de justifier scénaristiquement leur présence. C'est quelque chose qu'on a continué et que j'espère moi j'ai l'impression qu'on a poussé ça loin. Il y en a peut-être un peu moins que dans le 3, par exemple. On a
plutôt essayer de faire moins mais mieux. L'idée aussi, c'est le dynamisme de la 3D. Les deux premiers Siberia, les puzzles étaient en 2D. Là, la 3D permet vraiment de s'amuser sur du casse-tête. Alors, enfin, t'ajoutes en gros le dynamisme de la 3D, le talent de nos équipes de designers, les graphismes portés par Xavier et ses équipes, Fred, etc. Et l'univers de Benoît, ça te fait quand même, enfin, moi, je trouve des puzzles dont on est super content. Et puis, on a fait le choix quand même sur la fin qui est une difficulté, qui a une progression, ce qui est normal. Shundo, ouais. Je peux conseiller parfois de prendre un crayon et un papier sur les derniers. Ça fait partie pour nous de l'expérience du point and click quand même. Cela étant, il y a un truc qui nous a pris énormément de temps, de boulot, mais dont on est très fier, c'est qu'on propose un système d'indices en permanence. D'accord. Donc dès que tu es bloqué, tu peux débloquer des indices qui sont de plus en plus précis avec le temps. Plus tu es bloqué, plus ça devient précis. Et c'est des indices qu'on a inscrits dans l'histoire. C'est-à-dire que ce n'est pas une interface qui sort de nulle part, c'est lié à la situation, donc ça a été un travail, et là pareil, je rends hommage aux gens qui ont bossé dessus, à la fois d'écriture, de contexte, et en même temps, tu donnes un indice, ce qui n'est pas un exercice facile, et puis va dire à des comédiens, alors là, il faut que tu dises que le tire-bouchon rouge, à ton avis, il faut le tourner, tu vois, ça crée des situations un peu absurdes, et ça a été, moi je suis très content du résultat aussi là-dessus, quoi. Il a fallu bien penser les choses, bien poser effectivement les énigmes. Alors, on le sait, les énigmes, c'est important, mais alors, je ne sais pas, vous allez me dire si je tape dans le mille ou pas, mais quand j'ai vu les premières images de Siberia, de World Before, j'ai vu une assez grande richesse dans les décors. J'ai l'impression que vous poussez un petit peu plus à l'exploration. Je m'adresse à toi, Xavier, qui est un peu plus art director. Est-ce que c'était ça le but? C'est aussi d'inviter les joueurs à aller se balader dans les décors? Siberia, ça s'apprécie en prenant son temps. Voilà, on n'est pas sur du speedrun, vraiment on contemple, c'est contemplatif. Et moi, ce que j'adore, c'est vraiment voir les gens découvrir le jeu, prendre du temps pour regarder vraiment chaque petit détail, parce qu'on a apporté un soin particulier. Et puis il fallait faire attention de ne pas être anachronique avec cette histoire de temporalité. Et en plus, on s'en servait justement parce que il y a une dimension scénaristique, de gameplay. C'est pas juste pour faire joli. Hein. Donc c'est vraiment, moi c'est ce qui m'a le plus plu sur cet opus-là. Ça a été vraiment ce jeu de la temporalité qui n'était pas juste cosmétique, qui a été vraiment pensé. Et on a vraiment apporté un soin à chaque détail. Et puis Benoît le souhaite. Quand on regarde Siberia 1 et 2, c'est vraiment de la peinture numérique et on voulait retrouver vraiment cette finesse-là. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment mis un point d'honneur sur ce sujet des détails. Et j'ai l'impression effectivement que le côté beaucoup plus cinématographique dans la mise en scène, dans la réalisation, permet aussi de mettre bien en valeur justement tous ces petits détails qu'on a dans les décors. J'imagine que ça vous a facilité aussi le travail pour mettre en lumière tout ce que vous avez fait. Alors, je vais rebondir un petit peu, c'est-à-dire que l'écriture se faisait en même temps avec le storyboard. Benoît, qui vient de la BD, fait ses cadrages en même temps que l'écriture. Donc nous, derrière, quand on récupère ça, on peut arriver tout de suite avec cette caméra qui est orientée, qui a un delta, mais qui est orientée. Ça nous permet tout de suite de faire des cadrages. Donc c'est vraiment... on peut mettre l'accent sur ce qu'on souhaite et ça exacerbe les émotions qu'on veut faire transparaître de cadrage, d'ambiance, de cinématique. Ouais. Alors, on a parlé effectivement d'exploration, d'énigmes, de gameplay bien entendu, mais aussi de l'histoire. Comment on fait pour trouver un bon équilibre entre ces trois éléments pour pas qu'il y en ait un qui prenne le dessus par rapport à l'autre? Est-ce que justement il faut un équilibre? Est-ce que ça c'est important par exemple? Ou au contraire, il y a un aspect qui peut être plus important que l'autre dans un jeu d'aventure comme Siberia? Je dirais que tu as une marge de manœuvre en fonction du projet. Nous, on sait qu'avec Siberia, c'est quand même une licence qui est établie comme étant, comme disait Xavier, plutôt contemplative, etc. Donc, on a une plus grande marge de manœuvre pour poser des choses un peu plus lentes, prendre son temps dans des cinématiques quand ça se justifie, etc. Après, c'est vrai que malgré ça, si tu veux, on sait qu'on a cette petite zone, mais c'est une recherche constante dans l'équilibre entre le moment, que le joueur pose pas sa manette et que tu sois quand même malgré tout en permanence dans le jeu, quoi. Ce que disait Benoît, et ça c'est une phrase qui était un peu un leitmotiv pour tout le monde, on ne doit pas réveiller le joueur. On doit l'emmener et il ne doit jamais se réveiller. C'est comme un rêve.
Et c'est vraiment ça qui nous a guidés, en fait, pour les cinématiques, le gameplay, et puis tout ce qui est l'univers en général. Le dormeur ne doit pas se réveiller. D'accord. Tu voulais dire quelque chose, je crois. Non, j'allais juste rebondir sur ce que disait Lucas, effectivement. Et ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est que même à travers en fait, des phases d'exploration, le jeu, justement, t'invite à aller, à prendre ton temps et à fouiller, on va dire, à explorer un peu plus que de raisons, que de besoins, on va dire. Tu peux aller, par moments, si tu sais où aller, tu peux y aller, tu peux suivre l'histoire. Mais c'est vrai que le jeu t'invite parfois en fait, à prendre ton temps, à explorer un peu plus pour tout simplement trouver, c'est pas des easter eggs, mais c'est plus des éléments de narration complémentaires, on va dire. Le lore qui densifie le lore. Et ça, j'ai trouvé, tu vois, très très intéressant. En plus de rajouter la durée de vie, ça rajoute justement à la compréhension de l'histoire, à la compréhension de l'univers. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Oui, tu as des quêtes secondaires qui te permettent. Alors, on va parler un peu plus gamer, mais tu as des succès, des objectifs. Oui, pardon, excuse-moi, des objectifs secondaires. Oui, pardon, parce qu'en fait, j'étais en train de réfléchir gamer, je me suis dit, tu vois. Non, mais parce qu'il y a quand même des trophées, des succès à gagner, à récolter. Des choix à un certain petit moment à faire ou pas. Ne dis rien. Je dis rien. Ne dis rien. Ne spoil rien. Ah mais je spoil pas. Je spoil pas. Non, je dis juste que voilà, faut faire attention. C'est-à-dire effectivement, faut pas y aller en bourrinant. C'est-à-dire qu'en fait, faut réfléchir quand on parle avec les gens, etc. Alors attention, je dis pas que c'est un jeu à choix multiples, loin de moi de dire ça. Non. Je dis juste que en gros, vous pouvez discuter avec les gens et si tu veux le faire, le jeu, si tu veux le rusher, tu vas aimer le jeu. Par contre, tu vas moins l'apprécier parce que pour le coup, tu as énormément de texte, énormément de lore, comme tu le disais. Il y a énormément de motivations aussi de chaque personnage. Ouais. Pourquoi ils réagissent comme ça? Totalement. On les a, mais on n'a pas vraiment la profondeur. C'est vrai que par rapport notamment peut-être au précédent Siberia, où si tu veux, c'était très séquencé. Tu avais narration, gameplay. Ouais. Les personnages te racontaient un peu tout ce qu'ils avaient à dire, leur background, le background de l'univers. Tu avais des tonnes et qui étaient souvent obligatoires, donc ça te faisait des vrais moments un peu de... T'avances, tu vois, tu freines, etc. Là, ça a vraiment été et ça, c'est une évolution, je pense, de la narration du jeu vidéo, qui est d'isoler ce qu'on pourrait appeler vraiment le fil conducteur critique, c'est les infos essentielles que le joueur et que tous les joueurs et les joueuses doivent avoir. Et après, tout le reste, de le disséminer, et c'est exactement ce que disaient Xavier et Yannick, dans des éléments de narration environnementale, en fait, des documents à dénicher, des éléments de décor à observer, des petits commentaires du personnage. Parfois, juste même la façon dont Xavier et son équipe ont construit les décors te raconte quelque chose. Et c'est vrai que ça a été une interrogation, c'était mince, est-ce que les gens vont pas rater du contenu même en fait, s'ils foncent, tu vois, on a, avec Benoît, on a tellement creusé l'univers, il y a tellement tout existe tellement en dehors même de ce chemin critique et les objectifs secondaires dont parle Maxime, en fait, a été notre petit compromis. On s'inspire des RPG, mais sans aller jusqu'aux quêtes secondaires, faut pas exagérer, mais c'est pour nous une espèce d'incitation à dire, non, mais creuse un peu plus. Et j'imagine justement, tu parlais de routine un petit peu cassée, avec cette un petit peu de nouvelle structure. J'imagine que le fait d'avoir deux timelines, ça a aussi favorisé cette avancée qui soit un petit peu différente. Vous avez dû vous amuser aussi bien en termes graphiques, avec deux styles différents, deux époques différentes, qu'au niveau de la structure narrative. Le potentiel, il était... ça, c'est vrai que c'est... moi, j'ai bossé sur quelques projets, et celui-là, c'était immédiat, le coup de cœur, si tu veux, parce que quand Benoît est arrivé avec cette idée-là, le potentiel déjà en termes de rythme, l'alternance entre les persos, ça tu relances en permanence le rythme, même si à nouveau, faut bien distinguer, ce que tu disais sur l'affiche est très vrai, c'est Kate Walker est le personnage principal, toujours, Danaro c'est le personnage central. Donc t'en as une qui mène l'intrigue et t'as l'autre autour de laquelle l'intrigue est articulée. Et ça permet vraiment t'es tout le temps en train d'avancer. Les moments avec Dana sont comme une récompense de ta progression avec Kate. Et ça, en termes de rythme, c'est incroyable ce que ça nous offre. Et le fait d'être peut-être un peu plus resserré aussi sur un environnement qu'on a très très étoffé, qui est la ville de Wagen, même si c'est pas le seul environnement qu'on explore. Là, le jeu, c'est pas tant finalement de voyager dans l'espace, c'est de voyager dans le temps. Donc tu as des décors iconiques que Xavier, son équipe, Benoît, tu vas les vivre par exemple dans 5 époques différentes. Et ça, en termes de ce que tu peux raconter, c'est fabuleux.
Voilà, nous, ça a été enfin, le côté ludique, littéralement, de ça, c'est ce qui, moi, m'a tout de suite emballé, quoi. Je propose qu'on revienne justement sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu étais un peu en avance sur ton temps, mon cher. Mais je rebondissais parce que pour le coup, la musique est importante dans cet épisode. Voilà, la musique, justement, il faut qu'on en parle parce que Benoît Sokal, c'est peut-être l'homme qui est derrière tous les jeux Syberia. Voilà, c'est lui qui les a écrits, mais le jeu possède aussi une véritable identité donc musicale, et ça, on le doit effectivement à Inon Zur, qui est donc compositeur et qui est arrivé depuis le 2e épisode de Syberia. Alors, c'est quelqu'un qui travaille à la fois dans le cinéma, mais également dans le jeu vidéo. C'est quelqu'un qui a un éventail qui est incroyable, aussi divers que varié. Il a fait notamment Fallout, Prince of Persia, Soul Calibur 5, Twisted Metal et même donc du Naruto, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et tu l'as dit tout à l'heure, Maxime aussi, il travaille sur le prochain Starfield. Alors justement, Inon Zur, c'est lui qui a imposé sa patte musicale, et on a pu justement lui poser quelques questions en visio depuis Los Angeles, c'est là-bas où il habite. Je vous propose qu'on écoute ce qu'il pense justement de ce nouveau Syberia The World Before. Hi, this is Inon Zur, and I'm so happy to be part of the amazing game Syberia The World Before. I was introduced to the whole franchise many years ago, and this is where and when I met Benoit the first time. Throughout the years, we shared so much enthusiasm for music, for gaming, and for art. I was heartbroken when he passed away, but I can tell you that his legacy will be carried on with a lot of power and beauty with this amazing game. I wrote the music thinking about him and thinking about the beauty that he created. The music itself was recorded with the amazing Budapest Symphony Orchestra, and more than anything else, the spirit of the Syberia franchise is instilled in every note from the score. I am so excited to share my score with you, the fans, and hope that you will go through this amazing emotional journey the way I went. Bon, on sent quand même que Syberia, c'est vraiment une série qui a compté aussi pour Inon Zur. Il a vraiment eu des mots assez touchants pour Benoît Sokal, avec qui il a travaillé pendant toutes ces années. Alors maintenant qu'on a vu à peu près tous les aspects du jeu, moi ce que je vous propose, c'est de passer directement au gameplay, parce qu'on vous l'a dit en début d'émission, on a également le jeu sur le plateau. Il est à la fois sur ce laptop, mais également sur Steam Deck. Mais on va commencer déjà avec la version PC classique, et c'est toi, Maxime, qui va justement y jouer et nous faire découvrir J'ai l'impression parce que il y a quand même 2 personnes là, du studio, ils me regardent. Oh là là. T'as l'impression, de fou. Là. On est à quel niveau justement là de l'aventure? Est-ce que tu peux le resituer pour que les gens... Écoute, là on incarne Kate Walker, d'accord. Donc on est au présent, d'ailleurs on la voit. Elle va prendre le tram et elle va aller essayer de visiter un chalet. Voilà. D'accord. C'est tout ce que je peux dire. C'est quoi, c'est le début de l'histoire, au milieu? Ça se passe, on va dire, c'est dans le premier tiers. D'accord. C'est dans le premier tiers du jeu. Voilà. D'accord. Est-ce que je peux te poser cette question je ne sais pas si c'est un spoil ou pas, t'es pas obligé de me répondre. Vas-y. Évidemment. Lorsqu'on débute l'aventure de Syberia The World Before, on commence avec qui? On commence avec Dana Rose. Dana Rose, d'accord. Donc c'est vraiment le personnage central avec lequel on découvre. Ok. Donc là, Kate Walker qui a vraiment, là, elle est sur son look classique en fait. Là. On est d'accord. Son look classique, effectivement. D'ailleurs, pour info, parce qu'on va l'entendre parler dans quelques instants, le jeu est doublé dans plusieurs langues, dont le français, l'anglais. Il y a plusieurs langues du coup de doublage. Il sera localisé, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas effectivement à lui dire s'il joue mal. Il a intérêt à bien jouer d'ailleurs, Maxime. En tout cas, d'ailleurs, je joue à la manette, mais le jeu est jouable évidemment manette ou clavier souris. Bien sûr, ouais. Voilà. Et du coup, par rapport à ça, j'ai une question. Comment vous avez trouvé un équilibre? Parce qu'on sait que c'est pas évident. Les point and click sont souvent effectivement, calibrés pour le jeu avec le duo clavier-souris. À la manette, c'est peut-être un peu moins fluide. Comment vous avez trouvé cet équilibre justement
Ça a fait partie. C'est ce que, comment dire, ça faisait partie du deal aussi. C'est-à-dire que sur Siberia 3, malheureusement, pour tout un tas de raisons, la jouabilité point and click est arrivée très tard. Ouais. Elle est même arrivée un petit peu après la sortie du jeu. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on a eu beaucoup de feedback, dont nous déjà on n'était pas très contents, mais où on a eu plein de feedback de joueurs qui voulaient vraiment le retour au gameplay point and click. Ouais. Et donc on a posé, ça a été un de nos piliers, une de nos grandes intentions de design dès le début. C'était un jeu à la fois jouable entièrement en point and click et à la manette. D'accord. Et en fait, de poser ça a l'air simple, mais ça conditionne absolument tout le reste. Puisque comme tu vois, par exemple, c'est pour ça qu'on n'a pas opté pour une caméra libre comme d'autres jeux, je ne sais pas, comme par exemple Life is Strange ou des jeux comme ça, puisque tu ne pourrais pas te déplacer en cliquant. Donc nous, on a opté pour ces caméras qui sont, on va dire, scriptées, c'est-à-dire que tu n'as pas un contrôle total dessus, mais tu contrôles quand même leur orientation. Elles bougent, elles sont dynamiques parce qu'on utilise la 3D. Et ça nous permet de jouer avec les deux gameplays. Mais il faut être conscient que pour l'équipe, ça veut dire faire le travail deux fois. J'imagine. Pour chaque caméra. Ça doit pas être Donc évident. pour le réglage, le test, etc., c'est un travail monstrueux. À nouveau, je leur rends hommage, mais alors vraiment total, parce que ça a été une tannée. Mais je suis à nouveau je pense que c'est un défi qu'on a réussi et malgré vous avez des stats justement de savoir effectivement maintenant que la jouabilité est disponible à la fois clavier souris et manette, quelles sont les préférences pour les gens? Est-ce que vous avez fait une étude par rapport à ça? Écoute, on avait eu notamment les chiffres du prologue gratuit qui était sorti il y a un an et j'étais content parce que l'hypothèse qu'on avait été confirmée, c'était une écrasante majorité à la souris. Ouais. Après, il fallait qu'on fasse la manette absolument et moi, je voulais qu'on le fasse parce que ça va sortir sur console et il faut absolument qu'un jeu comme ça soit jouable sur console. Donc notre gameplay console, on a nos références sont des jeux console, mais voilà. Là, je rebondis sur ton. Non, mais écoute, il n'y a aucun souci. Mais je voulais justement rebondir parce que là, j'ai vu que Kate s'est assis comme ça sur un morceau de roche. On peut effectivement avoir cette interaction avec le décor. C'est quelque chose qui a été aussi peut-être amélioré dans ce Siberia. Ouais, ça c'est une de nos features un peu nouvelles. Pareil de ce que je te disais, d'un peu de narration environnementale tout à l'heure. L'idée, c'est que le personnage se pose dans un élément de décor et nous on a appelé ça une introspection. D'accord. Donc ça te resitue un petit peu à la fois où il en est dans l'histoire, mais même d'un point de vue émotionnel en fait et psychologique. C'est assez simple, c'est un pari un peu bon. On se disait, est-ce que ça le fait quelqu'un qui donne ses états d'âme en VO tu vois, c'est pas trop basique. Et en fait, comme c'est soutenu par la mise en scène, la direction artistique et puis le doublage, en fait, on a eu des retours. J'ai vu notamment dans des previews de presse ça a très très bien pris. C'est super joli, hein. Je suis en train de découvrir en même temps, mais là on est vraiment sur un super décor, il y a des jolis reflets. Ça aussi, ça a été, j'imagine, un pari pour vous aussi, peut-être de pousser un peu plus. On a poussé la qualité vraiment, on a poussé le moteur dans ses retranchements. D'accord. On est allé vraiment, on vous garde des surprises. Oui, tu regardes. Pardon, excuse-moi, parce que je vois fais pas les interactions. Je sais, je le fais exprès, je vous garde des surprises. Attends, là on va... Et évidemment, alors parce que je le montre, on peut marcher et on peut courir. Hein. Ou marcher plus vite en fonction marcher plus vite, ouais. Et là, attends, il ne faut plus rien dire parce qu'il va y avoir une surprise. Donc là, elle est où exactement, la Kate exactement? Où est-ce qu'elle se situe là? Alors là, elle est dans le pays de l'Ostertal, qui est une contrée fictive située quelque part entre la Suisse, l'Autriche et l'Allemagne. Et elle est à la lisière de la ville de Wagen, qui est sa capitale. Et là, elle cherche un refuge de montagne, comme on disait tout à l'heure, parce que elle suit une nouvelle piste pour retrouver Dana Rose. Wagen est entouré de montagnes, en fait. D'accord. Donc là, on a vu effectivement sur le côté qu'il y avait une ombre, en tout cas une silhouette là, qui était en train de l'observer. Au moment de du jeu. Ça fait partie de l'aventure de Siberia. C'est des personnages, on va découvrir des personnages mystérieux, des personnages atypiques, complexes, et qui vont arriver petit à petit dans l'univers de Kate et de Dana, et qui vont ponctuer l'aventure d'interruption. Je me rappelle que dans tous les épisodes de Siberia, il y a toujours cette notion un petit peu surnaturelle, quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui est extraordinaire. Est-ce que c'est le cas aussi
dans cet épisode. Alors, je ne sais pas si ça spoil des choses ou pas, mais... Pas trop en dire. Vous ne pouvez pas trop en dire. Non. Ah, d'accord. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que tu n'auras pas de kraken dans cet épisode. Ça c'est fait. Il y aura peut-être autre chose, hein. Il y aura peut-être autre chose, hein. Peut-être plus, hein. On sait jamais. Là, on le disait tout à l'heure, donc là tu vois atteindre le refuge qui est l'objectif, et un objectif secondaire, hein, il écrit inspecter le monument. Ah, j'ai pas le temps de le lire. Inspecter le monument aux résistants avant de se remettre en route. Voilà, donc ça, t'es pas obligé de le faire. Ouais. C'est un objectif secondaire. Alors, je ne vais pas le faire, comme ça je laisse la surprise à ceux qui veulent le chercher. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'une fois, si jamais tu passes cet objectif secondaire, comment tu fais pour... Est-ce que tu as à un moment donné la possibilité de revenir et peut-être de le refaire après, ou alors tu es obligé de repartir sur un nouveau run? Ouais, on prévient le joueur en fait attention de ne pas se précipiter à la prochaine étape de l'histoire, parce que justement la plupart des décors, pour avoir le côté voyage si tu veux, et par rapport peut-être à d'autres point and click, on a essayé de minimiser les allers-retours le plus possible. Mais la rançon de ça, c'est que oui, ce que tu as raté, pour ce run-là, ce sera raté, quoi. Et ça c'est quand même quelque chose sur laquelle vous avez pensé, la fameuse rejouabilité, la replay value. Je sais que c'est toujours très compliqué dans un point and click parce que parfois on passe à côté de certaines choses. Mais est-ce que ça peut être aussi une évolution du genre? Est-ce qu'on peut donner plus de liberté pour qu'à un moment donné, le joueur va pouvoir peut-être revenir sur ses pas et peut-être refaire une autre quête secondaire? Je sais que c'est compliqué, et on peut sombrer dans un autre genre, mais est-ce qu'on peut avoir cette volonté justement de faire évoluer Ça a été une question à un moment, jusqu'où on lâche la bribe, etc. Après, nous on a toujours été, et ça fait quand même partie pour Syberia, je ne dis pas pour d'autres licences, mais pour Syberia, c'est quand même le récit de l'histoire de Benoît qui prime. Donc si tu veux, dès lors que ce que tu laisses en liberté, c'est parfois aussi ce que tu laisses en contrôle. De l'histoire, du joueur, etc. Donc, à nouveau, nous, ce système d'objectifs secondaires, ça a été un peu le compromis qu'on a proposé. Si tu veux, de dire, c'est pas grave, si tu l'as raté, tu reviendras au prochain run. En plus, j'espère, mais l'intrigue, normalement, est quand même suffisamment bien construite pour que tu aies envie d'y revenir après, pour voir tous les petits indices qu'on t'avait laissés et que tu n'avais pas forcément vus la première fois. Sans compter que c'est quand même une toile qui est vaste, l'histoire de Dana, notamment, etc. Donc, de revoir, si tu veux, tous ces flashbacks une deuxième fois en connaissant peut-être la finalité, la chronologie, etc., ça peut être... je pense que c'est suffisamment vaste pour avoir envie de faire une deuxième run, quoi. Il mérite bien une deuxième run. Ouais. Non, mais ne serait-ce que pour regarder les décors, franchement, je les trouve vraiment très, très, très jolis. Et puis, on sent vraiment que vous vous êtes amusé avec la caméra, le fait de pouvoir... comment dire, comme tu l'as dit, d'être moins dans le contrôle et d'avoir placé ces angles de vue vraiment à votre convenance. Vous vous êtes amusé sur celui-ci. En tout cas, moi, c'est l'impression que ça me donne. En fait. Complètement. Puis sur ce décor, peut-être la principale anecdote, entre guillemets, c'est que c'est le premier décor qu'on a vraiment produit entièrement. D'accord, ouais. Et notamment le sentier là qu'on vient de traverser. Et je pense pas me tromper en disant que c'est... ce décor-là, une fois abouti, qui a été un peu le déclic pour Benoît sur justement... Qui a été le marqueur. Voilà, la capacité de l'équipe à dire « Ok, c'est ça qu'on veut, c'est vers ça qu'on va ». Et même pour nous, en tant qu'équipe, ça a été un moment hyper stimulant d'avoir à un moment quelqu'un d'aussi exigeant que Benoît qui dit « Ça, les gars, c'est ce que je veux. Maintenant, on déroule en suivant ça. » Effectivement. Et là, on est sur la timeline de Kate, qui est vraiment sur, j'ai l'impression, une ambiance un peu plus terre-à-terre. Il y a toujours eu ce mélange un peu, comme tu l'as dit tout à l'heure, cloudpunk, steampunk dans Syberia, mais j'ai l'impression qu'il a été réservé pour Dana Rose. Est-ce que c'est le cas, ou alors, à un moment donné, il va y avoir des choses qui vont un petit peu s'imbriquer entre elles? Alors, en fait, voilà, nous, on a vraiment fait un travail sur les deux temporalités. Je remercie aussi encore Fred, qui a fait un énorme travail sur la colorimétrie. Et en gros, si tu veux, ce qui va te donner cette ambiance... très chaleureuse au début, la nostalgie de Dana, ça va être une certaine colorimétrie. Et on a travaillé une colorimétrie complètement différente pour Kate, pour avoir ce froid, cette distance, ce côté un peu bleuté que tu as, et vraiment créer ce contraste entre ces deux époques et apporter vraiment cette différence. Et comme ça, quand tu passes d'un univers à l'autre, tout de suite, c'est empreint de sensations différentes. Et je ne peux pas trop en parler, mais voilà, ça s'est amené à évoluer justement pour faire
pour faire évoluer les choses. Ouais. J'y vais doucement pour pas vous montrer toutes les lignes, parce que sinon je suis en train de tout vous montrer. Bah, je sais pas jusqu'où tu peux aller, mon cher Maxime. Est-ce que tu vas faire que ce passage-là ou tu vas passer à une autre séquence? Non, je montrerai que ce passage-là, malheureusement, parce que on va vous en garder quand même, parce que sinon. Oui, il faut garder la surprise pour. Il faut garder la surprise. D'ailleurs, je vais m'arrêter là. Tu vois que comme ça, je laisse la surprise. Le mystère. Le full mystère, parce que voilà, comme vous avez pu le voir, elle a retrouvé la peinture, on en parlait tout à l'heure. Et c'est Dana Rose là qui est sur le. Je ne sais pas. Tu ne sais pas, t'as pas le droit de dire. J'ai l'impression, en tout cas, ça ressemble. Hein. Ça ressemble, je ne sais pas. Donc voilà, il y a différentes énigmes. On le disait, il y a l'exploitation de la 3D sur des énigmes. Quand on dit de la 3D, c'est-à-dire qu'en gros, tu peux tourner autour de ton objectif d'énigmes. Il y a des énigmes de ce genre-là, et ça, t'en as plusieurs. Tu vois, donc vraiment, c'est très diversifié et diversifiant. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, faut pas vous dire quand vous allez vous lancer dans Syberia, si vous êtes, parce que là, on parle beaucoup à des gens qui ont connu Syberia. Si vous n'avez pas connu Syberia à l'époque, n'ayez pas peur. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des indices. Là, on le disait tout à l'heure, si je fais la flèche du bas sur une manette, voilà, on me donne l'objectif, c'est comparer le portrait. Si je fais la flèche du haut, on va me donner un petit indice. Et comme tu le disais tout à l'heure, Lucas, c'est vraiment, elle le pense. Et du coup, c'est un briquet, quoi. T'as le journal aussi qui va te permettre de te mettre aussi des... Le journal, ouais. Voilà, qui te met des indices. Et on a vraiment fait un gros travail sur le journal et de l'illustrer. Illustrer chaque page, chaque élément, et qui va permettre vraiment de pouvoir rentrer dans l'histoire. Et en plus, comme c'est un récit d'aventure, et qu'il y en a un pour Kate et pour Dana, il a été traité différemment. Ouais. Et il y en aura peut-être plus après, on verra. Donc voilà, c'était... Et pas mal d'easter eggs aussi. C'est-à-dire qu'en gros, encore une fois, on le disait qu'il y a des easter eggs un peu partout dans le jeu. Il y a même un easter egg sur le plateau. Je pense que nous on le sait. Bah oui, peut-être. Je le dis. C'est quoi, c'est le Steam Deck? Non, pas du tout. Mais si vous regardez bien le visuel qui est derrière, il y a un petit easter egg. C'est juste qu'il faut le savoir. D'accord. Quand vous le savez, vous savez de quoi je parle. Ça saute aux yeux après. Je pense, tout à fait. D'accord. J'espère. On a fini le jeu, je te rappelle. On a fini le jeu. Le fait qu'il y ait Kate Walker. Le fait qu'il y ait Kate Walker. Voilà. Non, il y a un easter egg et du coup, une fois que vous aurez avancé dans le jeu, vous comprendrez de quoi on parle. Si jamais vous le voyez, le easter egg, n'hésitez pas à le laisser en commentaire quelque part, justement, pour qu'on puisse en voir davantage, bien entendu. Tu nous as montré le jeu, là, évidemment, à la manette, mais on a le Steam Deck aussi qui est donc ici. Est-ce qu'on peut peut-être... Effectivement, bah oui, je vais le lancer sur le Steam Deck. Voilà. Hop, Steam Deck qui vient juste de sortir. C'est un beau bébé. Moi, je l'ai pris en main pour la première fois tout à l'heure. Ouais. Je ne m'attendais pas à une si belle bête. Hein. Oui, non, mais honnêtement, le jeu, en plus, tourne plutôt bien dessus. Il tourne même très bien. Et c'est l'occasion, pour le coup, pour les gens qui n'ont pas de PC, ou alors qui ont un PC ou qui veulent jouer en nomade, de pouvoir découvrir Syberia. Je lance le jeu, hein. Ça arrive, voilà. Hop. Et là, pour le coup, on parlait de la jouabilité à la manette. Là, pour le coup, ça va s'adapter parfaitement au Steam Deck. C'est ça. Ouais. Et on attend que ça charge. J'avais une question par rapport au fait que, on le sait aujourd'hui dans le jeu vidéo, il y a un énorme suivi après que le jeu est sorti. Comment ça se passe pour Syberia, pour les jeux d'aventure? Est-ce qu'on peut aussi imaginer du contenu supplémentaire, des DLC? Est-ce que ça peut être aussi, on peut avoir un suivi sur des jeux type comme ça, point and click? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous avez réfléchi justement à cela? Alors, j'ai pas d'infos officielles à donner, mais envisageable, oui, complètement. Enfin, la matière, elle est tellement riche sur Wagen, Syberia en général, mais même tu parlais de spin-off sans Kate ou quoi que ce soit. Là, il y aurait de quoi faire, mais à ma connaissance, il n'y a rien de prévu pour le moment. On rappelle d'ailleurs que sur Syberia 3, c'était déjà le cas. Il y avait un DLC, effectivement, où on pouvait incarner Oscar. Ah oui. Donc c'était vraiment intégré dans l'histoire. Ouais. C'était en complément, c'était quelque chose que tu téléchargeais et que c'était en complément sur... Lucas pourra peut-être y répondre, mais moi effectivement quand j'ai joué à Syberia 3, j'avais le DLC qui était intégré. Donc du coup, je ne me suis pas du tout rendu compte. D'où. À quel moment ça s'est imbriqué? À quel moment en fait ça s'est imbriqué? Et effectivement après l'avoir terminé, je me suis posé la question. Je me suis dit tiens mais où avait été imbriqué en fait ce DLC là? Et effectivement pour le coup, alors sans le DLC, je ne sais pas comment ça se passait. Tout simplement Oscar n'était pas. On n'incarnait pas Oscar. Il y avait deux moments où on incarnait Oscar dans Syberia 3. Le premier était dans le jeu de base et le deuxième c'était le DLC. En fait, on s'était inspiré alors comparaison n'est pas raison, mais on s'était inspiré du DLC de
The Last of Us, le premier, qui revenait, Left Behind, qui revenait. On pouvait parfaitement faire Last of Us sans le DLC, mais le DLC revenait et développait une situation qui était hors champ, en gros, du jeu original. Et nous, c'était la même volonté, quoi. Ça y est, là, le jeu est lancé, Maxime, sur le Steam Deck? Yes, le jeu est lancé. Alors d'ailleurs, vous pouvez voir des images du coup d'une vidéo où le jeu tourne, parce que ce sera plus cool que là, parce que là, je peux pas vous le montrer. Bien sûr, c'est trop loin. Mais clairement, en fait, ce qui est cool, c'est qu'on peut y jouer en nomade. On peut y jouer, du coup, en nomade. C'est le but du Steam Deck. Et si vous n'avez pas de PC, c'est top, parce que pour le coup, on peut découvrir plein de jeux PC. Et pour le coup, Siberia sera disponible le le 18 mars, au moment de sa sortie. Et on pourra le découvrir vraiment, et on pourra y jouer, comme vous le voyez, sur un canapé, dans le métro, dans le bus, ou encore en vacances. Donc ça, pour le coup, c'est plutôt cool. Et voilà, parce que c'est un des premiers jeux qui est compatible du coup Steam Deck, et on est vachement content pour ça. Bon, je pense qu'on arrive au terme de cette émission. Merci d'avoir été là. Avant effectivement de conclure et de vous remercier, j'aimerais vous poser une dernière question. Peut-être un peu question piège. Maintenant que Benoît n'est plus avec nous, on a aussi cette question de l'héritage, de la succession effectivement de Siberia. Est-ce que Siberia peut continuer sans Benoît? Je m'adresse à toi évidemment, Lucas, parce que voilà, tu as travaillé, tu es celui avec lequel tu as travaillé avec Benoît le plus longtemps possible. Et est-ce que ça peut être toi qui puisse prendre le flambeau de Siberia en termes d'histoire, de scénario? Écoute, à nouveau, j'ai pas d'infos exclusives à donner là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que déjà, l'héritage de Benoît appartient à ses héritiers, donc sa femme Martine et puis ses enfants Hugo et Jules, évidemment que je profite pour saluer chaleureusement. Je pense qu'après, c'est vraiment, et c'est pas de la démago, pour la question de l'héritage, on va dire créatif et jeux vidéo, c'est pas une question spécialement de personne, c'est plutôt Benoît nous a laissé des pistes pour d'autres choses, s'il y avait besoin. Maintenant, c'est pas entre nos mains, et je sais qu'il était très en confiance avec notre équipe actuelle. Donc voilà, moi c'est les seules infos que j'ai et que je peux redonner, mais en tout cas Benoît est parti très très content de The World Before, quoi, et ça déjà c'est pour moi objectif atteint là-dessus, quoi. D'accord, en tout cas merci. Je vous rappelle que Siberia The World Before sort le 18 mars prochain. Alors d'abord sur PC, il arrivera un petit peu plus tard dans l'année sur console. Messieurs, merci d'avoir été là, merci d'avoir pris le temps de venir sur ce plateau nous parler de Siberia, à la fois de ce nouvel épisode, mais également de la série qui fête ses 20 ans cette année. Je vous souhaite encore du courage, parce que je sais que c'est la dernière ligne droite et qu'il y a encore évidemment du boulot. Qu'est-ce qui reste à faire encore un petit peu ces derniers jours? Là, on est plutôt très très bien là. Vous êtes bien là? On a pris le temps de mettre les petits plats dans les gros. D'accord. On est juste d'astreinte en cas d'urgence, mais normalement, pas d'urgence. Voilà. Du coup, vacances, c'est ça, j'imagine? Vous allez prendre des vacances? Mais bientôt. Espérons bientôt. En tout cas, voilà. Merci d'avoir été là. Merci aussi, Yannick, d'avoir fait le déplacement. Merci à toi. Et puis toi aussi, Maxime, bien entendu. Vous êtes toujours les bienvenus ici. Et puis, merci encore. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et à bientôt, évidemment, pour de prochaines aventures.